Donc, bienvenue. Le but de cette séance, c'est de montrer la valeur de la numérisation et l'intégration des composantes majeures des activités de campagne. Et nous avons en tête toute la chaîne, la planification, l'approvisionnement, l'information, etc. Et nous espérons que les intervenants vont nous parler sur comment cette technologie peut avoir un impact majeur sur ces composantes et comment nous pouvons collaborer à l'avenir. Donc, je m'appelle Barber, je suis conseillère technique. Je soutiens beaucoup d'acteurs et j'ai beaucoup de travail donc dans le domaine de l'immunisation des campagnes. Et je vais passer la parole au Dr Modrek pour se présenter. Merci. Bonjour à tout le monde. Selon où vous êtes, bonjour, bon après-midi. Je suis Modrek Chibi. Je suis conseiller principal pour l'innovation et la santé numérique pour l'OMS. Et je vais donc co-animer cette discussion. Je vous encourage de penser en dehors des chemins battus et de nous communiquer donc toute réflexion utile. Donc, cette séance sera très intéressante pour nous. Et nous avons d'excellents participants et j'espère que vous allez bien profiter de cette séance. Merci. Donc, excusez-moi, apparemment, nous avons donc des problèmes avec l'interprétation. Donc, nous allons faire redémarrer. Donc. So I believe everyone should be back in the correct booth now. So apologies for the interruption and do continue. It's just for the benefit of those watching on the platform. So sorry again to interrupt. No problem. Okay, great. And so we have panelists joining us who have worked on campaigns and the use of technology in campaigns across Nigeria, Eswatini, and Benin. So now I'd like to ask panelists to introduce themselves, starting with Elijah. Hello, everyone, and good afternoon from Benin. I'm Elijah Egu, the Senior Project Manager of the Benin Digitization Project with Catholic Relief Services. So far, since over the past 6 years, I've been working on a health campaign digitization in Nigeria up until Benin, and digitizing over 16 health campaigns so far. I hope to be sharing a lot of experience that I have gathered, over these years to see how this could contribute to this discussion. Thank you. Great. Thanks for joining, Elijah. Merci, Elijah. Maintenant, du Nigeria, Nazir. Merci, bonjour à tout le monde. Je suis Nazir Aliou, je suis ingénieur et manager et je suis basée à Abuja avec le ministère de la Finance et de la Planification. J'ai participé à des campagnes dans plusieurs agences de développement et je collabore avec le gouvernement pour améliorer la technologie des utilisateurs. Et je vais vous parler donc des campagnes principales pour améliorer les services. Et je suis heureuse d'être ici pour partager mon expérience. Bienvenue, Nazir. Maintenant, nous passons la parole à Stéphane. Merci. Je m'appelle Stéphane Guillamot. Je suis basée à Genève. Je suis un ingénieur de logiciel et j'ai passé 20 ans
sur les systèmes géospatiaux pour soutenir les programmes de santé publique, 10 ans avec l'OMS et 10 ans avec Quick Innovati que j'ai cofondé il y a 10 ans. Depuis 2012, je m'occupe des solutions géospatiales pour suivre les équipes de vaccination qui vont dans les ménages pour donner des vaccins et pour élaborer les banques de données pour savoir combien de personnes vivent dans les différents quartiers pour voir s'il y a des lacunes. Et puis, sur la base de ce travail, je m'occupe sur des cas plus complexes pour la rougeole et d'autres maladies. Et je m'occupe de la généralisation des banques de données pour une micro-planification de routine. Et puis, je m'occupe de la généralisation du géotracking, du géotraçage. Par exemple, les campagnes de mobilisation sociale, etc. Je vous remercie de m'avoir invité à ce panel. Merci. Et puis, nous avons donc le site du ministère de la Santé de Eswatini. Merci. Bon après-midi à tout le monde. Je m'appelle Vusile Fokavko. Je suis du ministère de la Santé de Eswatini et je m'occupe de l'épidémiologie avec le ministère de la Santé. Je m'occupe surtout des maladies tropicales, en particulier donc le traçage des entités et des maladies tropicales négligées. Et tout ceci a été interrompu par le COVID. Et je pense que pour parler de certains des projets sur lesquels nous sommes occupés, je fais partie donc de la réponse au COVID, en particulier dans une certaine région, et nous avons coordonné des activités pour faire aussi le traçage de contacts. Et nous avons étudié donc la prévalence du COVID dans certaines régions. Et depuis que le COVID a commencé en mars 2019. J'ai beaucoup d'expérience à partager sur mes différentes expériences. Merci. Donc voilà, nous avons complété les présentations, donc nous pouvons passer aux questions pour que les animateurs puissent partager leurs expériences. Donc utilisez s'il vous plaît la boîte chat pour vos questions et les commentaires. Et nous allons choisir donc les questions sur la base des questions que nous allons voir donc dans la boîte chat. Donc, pour nous orienter un petit peu, nous voulons parler des expériences dans la numérisation dans toutes sortes de campagnes. Nous avons la campagne géospatiale, nous avons aussi d'autres campagnes pour la numérisation. Quand on pense à l'intégration, la définition de les opérations, la micro-planification, la formation, l'approvisionnement, la supervision. Donc, ce sont toutes les composantes qui vous intéressent. Et donc, pour faire lancer les questions, d'abord, je voudrais que les panélistes nous disent rapidement quelle a été leur expérience dans la technologie pour toutes ces composantes des campagnes et quelles sont les lacunes principales que vous avez affrontées donc du point de vue de la technologie des campagnes. Donc, nous allons commencer avec Elijah. Donc, merci pour cette question. Je vais commencer avec la première question concernant mon expérience sur les campagnes de numérisation et dans le domaine de la santé. Au fil des années, nous avons vu une augmentation de l'acceptation de la part des utilisateurs de la technologie numérique
surtout dans le Sub-Sahara où je travaille. Et je le dis parce que l'expérience nous a montré au Nigeria que cette expérience a été un peu difficile. Premièrement, parce que nous n'avons pas bien préparé le terrain. Et donc, les lacunes ont révélé l'inefficacité de la campagne même. Le deuxième point concerne le fait que nous avons vu une augmentation de l'utilisation des données et de DataQuest, surtout au sein du ministère de la Santé. Maintenant, ils comprennent les données mieux, car cela les aide à améliorer leurs interventions et l'impact des campagnes de santé ont amélioré. Donc, le SMC et cette campagne qui existe depuis 6 ans. Donc, dans ces pays, pour le cas du paludisme et du coriace, nous avons vu que selon les résultats, apparemment, Je peux reprendre. Il y a donc un recours davantage recours à cette technologie. Alors, pour le second point, Et pour l'opération des campagnes, justement, le premier point, bien, tous ces points que je suis en train d'énumérer viennent de l'expérience. Donc, apparemment, je vais parler avec des exemples. Donc, et ces 4 points clés, donc la technologie pourrait adresser dans ces campagnes de santé. Un, c'est la redevabilité et l'efficacité du coût et des opérations. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que les bases de données, par exemple, au Bénin, où on a fait la campagne qu'on a élargie, donc on a eu 6 000 employés et dans plusieurs zones de santé, de départements, et dont nous avons utilisé l'approche de la base de données et c'était bien et c'était efficace ou pour voir les heures où chacun a travaillé pendant la campagne et on utilise les outils numériques pour voir au fait actuellement en vrai combien de personnes, combien de ménages ont été visités et donc si nous avons un plan d'avoir 10 employés et après on trouvait 6, ils ont trouvé pendant 3 jours et les 6 qui ont travaillé 3 jours. Donc, ceci réduit le coût des campagnes à travers les années et ce qui a amené beaucoup de redevabilité et d'efficacité à nos campagnes. Et le deuxième point, c'est l'utilisation des données pour prendre des décisions. Avant, les bases de données devaient être rassemblées après la campagne et les superviseurs avaient tous ces petits bouts de papier, prendre note de tous les défis. Il n'y avait pas une revue, il n'y a pas d'analyse de ces données pour identifier les défis et pour améliorer les résultats à l'échelle nationale. Mais maintenant, avec l'utilisation des outils numériques, on peut identifier les défis quand on a ces indicateurs qui sont intégrés dans les données, dans le tableau de bord en temps réel. Ceci nous explique les failles
les campagnes en temps réel et on peut combler ces fossés-là. Et les campagnes sont limitées dans le temps. Et par ça, je veux dire, en 3 jours, SMC doit être administré en 3 jours. Par exemple, au Bénin, à Juba, ça a pris 10 jours, ce qui veut dire qu'on a besoin d'une évaluation en temps réel pour analyser ces données, pour informer les fossés et pour améliorer le taux de couverture de campagne et, et pour améliorer cette couverture. Et donc, pour les campagnes de santé, euh, à- avant ou sans l'utilisation des outils numériques pour la planification de ces campagnes était vraiment difficile. Un exemple serait durant le micro-planning, tout ce qu'on utilisait dans le temps, c'était de rassembler l'information sur la population cible et avoir rassemblé ça par département à différents niveaux. Mais on n'avait pas les bases pour la comparaison de données. C'était quoi la couverture? Combien de personnes ont été pas touchées par combien de ménages n'ont pas été visités? Et pour le moment, et avec cette transition, on peut apprendre de campagnes préalables pour améliorer l'efficacité de la campagne. Et on pourrait euh, euh, allouer plus pour cette zone-là ou autre. Et tout ça ne n'aurait pas pu être résolu sans l'usage de l'outil numérique dans la planification des campagnes. Et nous avons développé cet outil pour la gestion. Donc, nous avons un logiciel et une base de données pour mettre en œuvre plusieurs campagnes différentes, pour éliminer l'énumération des ménages à travers les campagnes. Donc, par ça, je veux dire, par exemple, si on fait une campagne de SMC et on a l'information sur la population et on a tous ces données de la campagne précédente. Et donc, cette énumération à travers plusieurs campagnes et maintenant, c'est éliminé. Ça, c'est un coût qui est important, qui a été réduit dans la campagne. Et au Bénin, on a fait ça pour la campagne SMC et aussi et on peut faire un entrechevêchement de plusieurs campagnes. Et, et puis, il y a aussi la gestion des commodités de santé. Donc, il y a eu beaucoup de mauvaises gestions à travers les années et ça fait qu'il y a de grandes failles dans la mise en œuvre des campagnes de santé. Donc, tout ce que je suis en train de soulever ici, c'est en un exemple où nous mettons en œuvre une campagne contre le paludisme dans un pays qui a 6 000 points de distribution à travers le pays. Ces 6 000 points de distribution, on doit comprendre que si tous ces points, ils ont suffisamment de stock disponible pour la campagne. Maintenant, on peut avoir ce genre de données euh, euh, sans utiliser l'approche papier. Euh, pour ce qui est du module de la gestion de la communauté santé, donc on a toute cette chaîne d'approvisionnement et tous ces points de distribution qui sont visibles. Et ça nous montre toutes les failles à combler. Et ceci, ça sera surprenant pour nous, pour vous, d'apprendre que
apparemment, nous avons une rupture de stock dans quelques régions, mais après, alors qu'il y a du reste dans d'autres régions. Et donc, ça, c'est l'utilise de la technologie pour nous. Au fait, mon temps est fini. Je vais m'arrêter là. Merci. Great, thanks, Elijah. I think we can move Merci, forward Elijah. to, Donc, je vais passer Stefan and à then Stéphane et à Nazir each. pour 4 minutes Please speak chacun. to kind of where you see the Et vous biggest gaps pouvez in parler opportunities là où here vous in voyez les plus Massachusetts. de failles et plus d'opportunités pour la technologie. Très bien. Merci beaucoup, Samine. Donc, en 10 minutes, avant de donner la parole à Stéphane, je pense que la technologie a été toujours un point essentiel parce que nous avons beaucoup appris de l'implémentation de la campagne du polio et nous avons aussi fait un traçage des vaccinateurs et on voudrait complémenter l'effort avec plus d'estimations précises de la population, ce qui a permis la numération, la carte de COVAX que nous utilisons pour la vaccination anti-Covid au Nigeria et aussi pour soutenir pour les campagnes contre la rougeole, la méningite et autres. Et donc, cet outil, ça nous amène à penser sur la numérisation et le micro-planning et aussi pour le développement et la collaboration avec Novolti et aussi GTS qui fait aussi le traçage des vaccinateurs et les superviseurs et pour assurer la couverture et améliorer la livraison des services. Et juste pour résumer les plus grands points qu'on voit, comment la technologie pourrait adresser ces points-là. Donc, il y a pour améliorer le renforcement des données et aussi la redevabilité des vaccins. Comment aussi on peut faire euh, ajuster les données sur la chaîne d'approvisionnement, les statiques, pour s'assurer de l'impact positif de la vaccination. Et à la fin, pour le cadre de redavabilité, comment la technologie pourrait soutenir donc, ceci est relié au paiement, la couverture des enfants. Donc, ceci pourrait améliorer la livraison des services et aussi la couverture dans tous les programmes. Donc, c'est au-delà de la COVID-19, au-delà de l'immunisation, pour les campagnes de anti-polio et pas polio. Et donc, c'est tout le temps qui m'est alloué. Et donc, je passe la parole à Stéphane. Merci, Nazir. Peut-être en quelques minutes, je voudrais ajouter quelque peu. Donc, j'étais impliqué dans la construction des bases de données qui donnent les données de base sur lesquelles on fait le micro-planning et aussi on travaille sur un système de traçage. Et mon expérience était en 2012 pour un système de traçage pour la vaccination. Et c'était très spécifique pour soutenir le polio au Nigeria. Et nous étions en train de généralité et la technologie euh, euh, pourrait automatiser plusieurs choses et
des choses qui ne seraient pas faisables manuellement, de mettre chacun sur la carte. Donc, avec l'apprentissage machine qu'on peut faire, on peut mettre tout le monde sur la carte au niveau régional, national ou mondial. Donc, et on peut voir ça à l'échelle nationale, continentale. Je pense que l'outil numérique est clé. Et l'autre chose qu'on voit qui est clé, on peut faire la ventilation et la déventilation des données et faire un zoom in et out. Donc, on peut voir de près ou de loin et voir comment le micro-planning est fait. On ne peut pas rassembler tous ces papiers et pour s'assurer s'assurer que une certaine concentration ne sera pas assignée à plusieurs personnes ou à pas on peut au fait rassembler toutes ces données et faire un contrôle de qualité, mais s'assurer que tout le monde est assigné. Et on peut aussi transmettre, et je pense que ceci a été soulevé par le premier panéliste, et on peut avoir les données, l'agrégation journalière quotidienne de toutes les données et du vaccinateur dans le terrain et aussi centralisé. Donc, par exemple, la campagne de rougeole prend 6 jours en Nigeria. Donc, si on ne peut pas le faire, donc à la fin du 6e jour, on ne peut pas réorganiser une campagne nationale. Donc aussi la réutilisation, on peut capitaliser sur le travail qui était fait. Et donc, il y a des éléments de base comme les concentrations, les routes, etc., les écoles, les mosquées sont très importantes pour faire le planning d'une campagne contre la rougeole. Hum, Et on peut utiliser la même approche. Et quand on utilise les papiers, on doit toujours refaire à chaque fois. Donc, vous pouvez utiliser ces données pour améliorer dans le temps et partager dans plusieurs programmes pour pouvoir utiliser de façon spécifique pour votre cas spécifique et la micro-planification. Voilà, c'est un élément clé pour améliorer donc la performance. Et la dernière chose, c'est vous pouvez systématiser ou normaliser avec les Excel templates. C'est excellent. Et c'est très facile de changer les données ou d'améliorer la qualité. Mais quand vous avez des systèmes basés sur l'information forte, vous pouvez assurer une majeure qualité et cohérence de données. Voilà, merci. Merci Stéphane. Lucie, vous avez 3 ou 5 minutes pour nous parler où sont les failles principales qui peuvent être comblées par la technologie. Merci. Je pense que les collègues qui m'ont précédé ont bien expliqué les défis technologiques et je peux rajouter que nous, en tant que pays, nous sommes en train de rassembler un système informatique qui est connecté avec les centres de santé et ceci pourrait être pratique pour nos campagnes. Mais le collègue a mentionné le fait que nous n'avons pas réussi à numériser, mais nous sommes encore basés sur le papier et parce que le papier doit être à la suite mis dans le numérique. Donc, ceci pose des problèmes. Et il y a des éléments dans l'espace qui utilisent donc des plateformes numériques pour capter des données, surtout pour le suivi du paludisme, car c'est là, ce programme est en avant pour la numérisation
surtout du point de vue des services. Alors, pour ce qui concerne l'utilisation des plateformes numériques, il y a eu donc les vaccinations COVID et nous avons saisi les données dans les iPhones et ceci a facilité le traçage et la couverture du point de vue des vaccins et le contrôle du COVID. Pour revenir à notre question pour le temps nécessaire pour les rapports et les campagnes de vaccination, nous avons des problèmes de qualité des données car nous savons qu'il y a des limites dans nos systèmes. Alors, pour les rapports en temps réel, les données, nous avons les données. Et dans le sens que nous n'avons pas les problèmes de données dont j'ai fait allusion tout à l'heure. Et parfois, quand vous êtes dans ces plateformes, les structures politiques apprécient les images. Donc, voilà, et ils peuvent dire, voilà comment je peux améliorer les choses. Avec les interventions, nous avons des réponses rapides et nous voyons qu'ils nous disent ce qui se passe. Donc, on peut trianguler avec tout le monde. Avec nos systèmes informatiques, nous les relions avec les indicateurs que nous avons. Par exemple, pendant les campagnes, nous voulons savoir ce qui marche. Et donc, l'expérience que nous avons du point de vue de la distribution du suivi et des dashboards. Donc, il y a des avantages. Donc, si on peut profiter des technologies qui existent, on pourra mesurer ce qu'on a fait rapidement. Je peux rajouter aussi que avec un système basé sur le papier, nous avons mal calculé les rendements car il y a un problème de qualité des données et nous espérons améliorer ceci à l'avenir car c'est quelque chose qui nous inquiète. Merci. Merci, Bessie. Quand vous avez parlé du COVID-19 et le traçage, il y a une question sur comment est-ce que la vie privée a été protégée du point de vue des données. Pouvez-vous nous parler donc comment vous protégez donc les données personnelles? Sorry, is that for me, Samin? C'est pour moi ces questions? Oui. Donc, du point de vue donc des données personnelles, nous créons évidemment des identifiants uniques. Donc, quand on parle de la gestion et de l'analyse, cela est basé uniquement sur ces données analysées et qui sont analysées pour ne pas les relier à un individu. Une approche utile nous permet de mesurer comment nos pays s'organisent, ils vont en région. Et donc, on peut répertorier ce qui se passe et voir quelle est la couverture à l'intérieur d'une région. Et on peut utiliser d'autres données aussi et rajouter d'autres données et faire la relation entre la couverture du point de vue des vaccinations et d'autres données. Et donc, ceci est très utile. Et c'est possible car ces campagnes de vaccination a été faite sur une campagne, une plateforme numérique. Une autre question pour qui aurait des expériences sur la biométrie, l'utilisation des plateformes biométriques, si quelqu'un les a utilisées. C'est une question pour tout le monde. Je suis heureux de répondre à cette question.
Il y a eu des études de faisabilité sur la biométrique, car c'est moins intrusif et plus accepté. Et peut-être quand il y a des visites des superviseurs dans certaines régions, on essaie d'enregistrer donc les voix pour que quand ils rentrent, ils peuvent identifier les voix. Donc, c'est faisable, surtout si vous ajoutez la dimension géospatiale. Car plus de personnes sont enregistrées, plus est haute la qualité du système. Mais si vous limitez à qui sont les personnes qui ont été enregistrées, vous limitez donc à cette liste de personnes d'informateurs, la qualité était bonne, mais on n'a jamais vraiment fait dans un vrai scénario. Pour répondre à la question d'Aziz, et l'utilisation donc des outils numériques pendant la campagne et la poliomyélite au Nigeria, cela a été fait et donc tout a été numérisé au niveau des ménages. Donc, chaque ménage, et ceci a été fait dans tout le pays. Le problème, c'était que c'était un traçage pacifique, passif, donc les gens n'ont pas été vraiment formés pour faire ça. Vous rassemblez mais si vous voulez rassembler des données actives, il faut former les gens. Mais je suppose que ceci était en 2014-2015. Et maintenant, les gens utilisent davantage ces systèmes et donc vous pouvez appliquer ceci à l'échelle plus facilement. Elijah, vous avez 30 secondes. Je vous réponds vous aussi, si vous voulez bien, à cette question. Merci. Donc, je vais parler donc de la biométrique dans les campagnes numériques. Nous avons utilisé ceci au Bénin pour la participation et le traçage pour toutes les formations, pour améliorer la formation. Maintenant, nous avons beaucoup appris car les 2 points principaux sont les suivants. Le premier, c'est que la biométrique de certaines personnes peuvent changer. Par exemple, les empreintes digitales peuvent changer. Et dans certains cas, cela posait des problèmes pour certaines personnes. Pour le traçage des enfants en dessous de 5 ans, la campagne SMC, nous avons vu que la biométrie des enfants, pour ceux qui ont moins de 9 ans, n'est pas tout à fait exacte, donc elle évolue. Donc, pour les formations, quand tu dis pour les formations, donc on l'a fait uniquement pour les formations. Merci, Elijah. Dr. Madrek, à vous, s'il vous plaît. Merci. J'étais vraiment heureux d'entendre tout ceci et les bonnes réflexions qui ont été faites sur ce sujet. Maintenant, je vais poser la deuxième question. Nous avons vraiment posé l'accent sur les avantages de la technologie et je suis tout à fait d'accord avec vous, à 100%. Mais néanmoins, selon mon expérience, quand il s'agit de développer la technologie, il y a des limites pour son succès et pour la mise en œuvre de ce projet. Là, je parle d'un système qui utilise donc cette technologie. Est-ce que je peux savoir de votre part
Et je veux vraiment vos réflexions sincères. Quelles- Quand vous prenez des décisions, quels sont les éléments qui vous poussent à accepter ou non une certaine technologie numérique? Parce qu'il y a des technologies qui n'ont pas réussi, et non parce qu'elles sont très compliquées, mais il y a un écosystème qui empêche la mise en œuvre de cette technologie. Donc voilà, je voudrais connaître vos idées sur ce qu'il faut faire pour l'utilisation efficace de ces technologies et quelles sont les considérations principales qu'il faut prendre en considération quand vous allez lancer une campagne de numérisation ou créer une plateforme. Donnez-nous un petit aperçu dans un contexte vaste. Commençons avec Elijah. D'accord, merci pour cette question, Dr. Chibi. Pour répondre à ces questions, il y a 4 éléments à prendre en considération qui sont liés à la première question. Selon notre expérience, car j'étais à la tête de l'effort des campagnes de numérisation au Nigeria avant de passer au Bénin. Alors, un facteur clé qui mène à l'utilisation efficace de cette technologie est une volonté politique très forte. Alors, mettez à côté la technologie. Si vous n'avez pas une volonté, une acceptation politique, cela ne peut pas marcher. Et la raison est que la personne qui va utiliser cette technologie sont très importantes. Et l'usage de la technologie, vous allez avoir des données qui ne sont pas fiables sur la plateforme et ceci mènerait à des informations peu efficaces que maintenant nous utilisons pour prendre des décisions pour la campagne. Donc, moi, je voudrais illustrer ça avec un exemple du Bénin. Donc, apparemment, avant 2018 au Bénin, les campagnes étaient basées sur le papier et la demande pour la numérisation des campagnes venait de son Excellence, le président de la République. C'est une demande du président à la Fondation Gates, et parce que il n'y a pas eu de rejection ou opposition à plusieurs niveaux, mais certains des directeurs de santé, non, on ne voudrait pas utiliser ça. Nous avons des gens qui savent utiliser les téléphones, machin, mais puisque ceci est venu du président, donc ils ont mis le paquet pour réussir la numérisation en 9 mois. Donc, s'il y a cette volonté politique, les choses seraient plus efficaces et plus rapides. Et le deuxième point, c'est la coordination des bailleurs de fonds et le soutien. Et par ceci, je veux dire, dans quelques-uns de ces programmes, par exemple, l'USAID finance une partie et le financement mondial financerait quelque part, et aussi la Fondation Gates. Mais si au niveau de rupture de sang, par exemple, à la Fondation Gates, ils disent, avant de faire cette campagne, avant de vous donner ce financement, vous devez éliminer et on parle avec les bailleurs de fonds mondiaux et dire qu'on peut utiliser cet outil numérique. Mais il y a d'autres, on n'a pas le choix, on doit adopter l'usage de cette technologie. Donc,
Et donc, tout ça rassemble et on parle des programmes. Pour aller en avant, on doit voir l'usage efficace de la technologie. Et puis après, on va financer ce projet parce que autrement, c'est peu efficace. Par exemple, au Bénin, je ne vois pas la raison pour laquelle on doit faire l'énumération des ménages pour la rougeole et puis après quelques mois, vous le faites pour la SMC. Donc, on doit faire ça pour toutes les campagnes dans la même période. Et donc, si on ne coordonne pas plus dans ces pays, il faut les faire de cette manière. Autrement, on ne va pas financer le projet. Je vais vous dire, ça sera plus efficace, l'usage de la technologie. Les deux points que je voudrais soulever, c'est donc en tant qu'architecte de l'application, on doit concevoir des applications qui mettent en considération, qui prennent en considération les besoins du programme. Par exemple, il y a, par exemple, des taux de couverture. Mais il y a eu des problèmes avec les campagnes SMC. Comment vous le savoir que l'enfant qui a pris, il a eu la première dose, c'est lui qui va recevoir la deuxième dose. Donc, quand on a un système numérique, c'est pour faire la collecte de données de toutes les doses qui ont été distribuées, mais aussi le taux de couverture. Et ceci ne couvre pas les nouveaux. Mais s'il y a une application qui donne un identifiant unique pour l'enfant en tant que point de départ et pour chaque enfant, pour savoir à chaque mois de la SMC, il a reçu la première, la deuxième et la troisième dose. Et à la fin des 4 mois de la campagne et les données, cet enfant unique, il a reçu les 3 doses de la campagne. Et ça serait très intéressant parce que l'application est en train de répondre aux besoins du programme. Et on peut calculer des choses sur l'efficacité des médicaments. Ils ont plus d'informations qu'ils peuvent utiliser. Et dans les années précédentes, nous avons vu que les outils numériques qui remplacent le papier. Et il faut voir s'il y a des avantages. Par exemple, j'étais en train de voir les indicateurs pour revoir plus ce que le papier ne nous a pas montré jusque-là. Et ceci va nous mener à une utilisation efficace de la technologie. Et mon dernier point est le développement de la technologie avec des capacités de redevabilité. Par exemple, l'usage de la technologie était donné, taux de couverture, etc. Mais je voudrais vous donner un exemple très rapide. Durant la campagne SMC, ça a été mis en œuvre durant la saison de pluie. Et en revoyant le rapport d'année dernière, ils ont eu des problèmes des pluies et les pluies interrompent les campagnes. Et ceci n'a pas été inclus dans la numérisation. Mais on sait que c'est un problème dans le programme. Et on peut avoir un outil pour la prévision météo. Donc, si vous allez sortir ce jour, vous devez partir disons, entre 10 heures du matin jusqu'à 2 heures de l'après-midi, parce qu'après, ça va pleuvoir. Cet outil, ça va améliorer la supervision et aussi le suivi. Et on a des indicateurs qui peuvent indiquer les points de déficience dans le programme. Et pour s'assurer d'un usage efficace de la technologie. Et voici le taux de couverture. Ça, c'est ce qui s'est
passe, mais on a besoin de plus. Si on fait plus, et je pense que ceci va susciter l'intérêt de plusieurs parties prenantes pour l'usage efficace. J'ai plusieurs points, mais j'ai pas trop de temps, donc je vais m'arrêter là. Merci de votre écho. Merci. Merci beaucoup. Et donc, je ne vais pas mentionner vous par nom, Nazir, Stéphane et aussi N1 pourrait ajouter. Je pense qu'il a mentionné de très bons points, la volonté politique et aussi l'alignement avec la communauté des bailleurs de fonds. Et j'aime bien cette approche qui est basée sur les besoins. La technologie est toujours en train d'intégrer ces besoins. Je pense que c'est très important. Et je vois beaucoup de ces technologies n'ont pas cette composante d'évaluation et de suivi. Donc, vas-y, vous avez la parole. Très bien, merci. Donc, je pense, comme vous l'avez mentionné, je voudrais ajouter et complémenter ce que mon collègue a avancé. Je pense qu'au Swaziland, on a la technologie a fait des choses pour nous. Quand on arrive à avoir une bonne technologie pour le royaume de Swaziland, donc, dès je ne parle pas de développement, du point de l'acceptation de cette technologie. Il faut intégrer tout l'équipe. Par exemple, nous avons essayé d'utiliser des tablettes pour l'administration de masse en 2017. Et donc, nous sommes venus du Bureau national aux régions et aux régions l'ont rejeté. Nous étions là, nous avons on l'a fait sans leur consulter. Donc, eux, ils viennent ici, ils perdent notre temps, ils nous font perdre du temps. Donc, pour moi, je pense l'implication des parties prenantes, c'est quelque chose de très important. Autre chose que je voudrais mentionner, ce n'est pas seulement la technologie. Est-ce qu'on a l'infrastructure pour l'utilisation de ces technologies? Par exemple, on pourrait parler on parle du rapport en temps réel. Donc, ceci est relié à la connectivité. Est-ce qu'on a suffisamment d'Internet haut débit pour nous permettre de faire partager les données en temps réel? Comme ça, on ne souffre pas de travailler et puis soumettre les données à un temps après. Excellent. Merci vous aussi. Je pense que c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Nazir, merci. Merci, Dr. Mordrake. Je voudrais ajouter ce que les autres orateurs ont avancé, par exemple au Nigeria, les facteurs qui ont poussé vers l'utilisation efficace de la technologie quand il y a eu une flambée des cas de polio au Nigeria. Donc, le gouvernement n'avait pas le choix que de prendre une décision d'utiliser cette technologie spéciale, voir les enfants affectés. Et quels sont les mécanismes qu'on pourrait utiliser pour faire le traçage, pour s'assurer que ces communautés sont visitées et ces 2 gouttes ont été données aux enfants. Et je me rappelle quand on a commencé avec les technologies, par exemple, au Nigeria, dans les États frontaliers, avec les ministères de santé et aussi et des agences de soins primaires.
et comment rassembler tous les partenaires et vraiment plonger et pour faire l'adoption. Donc, ceci nous a mené avec tout le succès qu'on a eu avec la campagne polio au Nigeria. Et nous avons aussi vu une croissance consistante de nombre des enfants immunisés. Et c'est la même chose qu'on a à voir pour l'immunisation, pour les campagnes polio et non polio. Interruption du sang. Et donc, ces facteurs, et y compris l'implication des communautés, ça a vraiment mené le Nigeria de penser un petit peu en dehors des sentiers battus pour les technologies spéciales et d'autres plateformes numériques pour réduire le nombre des enfants qui ne sont pas immunisés et voir ces communautés qui sont souvent pas visitées. Et donc, par exemple, il y a des problèmes de langue et on peut aussi donner, on peut faire passer ça à d'autres pays, des pays africains, par exemple, la faille des compétences. Donc, par exemple, il y a toujours ce défi pour donc, il y a un besoin pour adopter c'est un changement de paradigme pour ce qu'ils ont utilisé auparavant. Et un autre facteur aussi qui était critique à tous les niveaux. Ceci a à faire avec le personnel de santé qui utilise et voir que la technologie, ce qu'ils étaient en train de faire et considérer l'immunisation et pour s'assurer sur l'agenda des hommes, pour trouver ces enfants et ces communautés ratées. Et pour eux, c'est vraiment une affaire de tous les jours. Et si on voudrait finir qu'on le considère comme faisant partie du système, et aussi le leadership et la gouvernance. Et pour ce que mentionnait Elijah tout à l'heure, c'est la volonté politique. Et moi, je voudrais souligner ceci parce que comment ceci se passe à tous les niveaux. On peut avoir un très bon plan national, mais quand on va à l'échelle des États, il y a d'autres perspectives. Et pour travailler avec les gouvernements locaux ou travailler avec les dispensaires et les autres organisations de santé. Et donc, toutes ces structures-là sont un facteur important comment ces technologies ont été utilisées d'une manière efficace. Et maintenant, je voudrais redonner la parole à Stéphane. Donc, à vous. Merci. Je suis complètement d'accord. Ce qui a été mentionné souvent. Et en tant qu'ingénieur de logiciel, je voudrais donner deux exemples pour la deuxième les problématiques qui ont poussé vers un usage non efficace. Par exemple, c'est aussi, comme a dit Elijah, quand on conçoit un système d'information pour décider qu'est-ce qui va dans ce système, mais aussi et quel genre d'informations ne vont pas être intégrées. Par exemple, on peut essayer de faire un micro-planning, quelle équipe doit aller à quel endroit, à quel jour, et on a essayé ceci au Nigeria, mais ce n'était pas pratique. Et ceci devrait se passer, mais en dehors du système d'information, il faut avoir le système de santé
Et je pense que c'est bon pour l'objet de pouvoir, les objectifs qui sont été ciblés. Mais ce n'est pas nécessaire pour s'assurer quelle équipe doit aller là-bas. Pour le système de santé doit s'organiser. Autrement, ça sera trop lourd, on perd beaucoup de travail et puis il y aura une résistance et il n'y a pas une adoption. Et c'est difficile de décider quel genre d'information va être intégré et d'autres pas. Et le deuxième exemple, donc, ces exercices de table ou plutôt qui viennent de la base. Donc, c'est relié à la volonté politique, mais aussi les gens qui travaillent à l'échelle du ménage. Donc, c'est quelque chose qui est très important que on peut investir un peu de temps, ou peut-être on investit trop de temps en train de nommer. Et il faut aussi le donner aussi pour les travailleurs de santé parce qu'ils savent ce qui est mieux. Et je pense aussi que je vais m'arrêter ici. Je pense que les autres panélistes ont couvert toute autre chose importante. Très bien, merci. Merci beaucoup les collègues. Ceci était excellent. Et d'autres points de plus ont été soulevés. Je pense que l'implication des parties prenantes, c'est quelque chose de très important. Et on entend ceci, toute chose qui est faite pour moi, sans moi, c'est quelque chose contre moi. Donc, ceci résume un peu la chose. Et donc, quand on voit la capacité, c'est quoi l'infrastructure qui est disponible, quelle technologie. On ne pourrait pas développer quelque chose qui utilise la 5G, que vous avez 2G, des capacités de 2G. Et donc, la compréhension du contexte et aussi le niveau de maturité des technologies pour chaque contexte et aussi parce que les communautés qui vont utiliser ou les bénéficiaires vont utiliser, dans plusieurs cas, on les relaie en tant que co-créateurs de cette solution. Je pense que l'implication des communautés, c'est quelque chose de très important. Et quand la technologie est développée, on doit comprendre elle est développée pourquoi, c'est quoi son usage, c'est qui la personne qui va l'utiliser, quel est son niveau de compétence pour que cette technologie soit mise en œuvre d'une manière efficace. Un autre point que je trouvais drôle, on a le changement culturel. Je voudrais dire que le système est en train parce que vous êtes en train de, vous avez un système corrompu que changement peut avoir des répercussions. Et donc, ces preneurs de décision et ce délai de ce système parce que à cause des gains personnels. Donc, c'est quelque chose sur laquelle on devrait réfléchir et c'est pour ça que le président, c'est ce dont on a besoin de faire. Et donc, c'est une langue que quelques-uns de nos pays et le dernier chose, c'est le leadership et la gouvernance. Je pense que c'est quelque chose de très important. Il faut aligner tout ça pour les approches, pour la livraison. Et je pense que c'est très important. Pour moi, c'était vraiment musique à mes oreilles. J'ai vraiment, je trouvais Samine, je vous redonne la parole pour conclure à vous. Très bien, nous avons 3 points et on doit finir. Nous avons une question. Comment
faire face à la résistance pour à la technologie et aussi l'efficacité du coût. Comment est-ce que la technologie est efficace, comme par exemple une base de données géospatiale. Donc la résistance de la technologie, je pense, c'est dur. No, sorry, go ahead. Non, allez-y. Je pense que c'est la chose la plus difficile. Je pense que ça a été bien couvert avec notre modératrice et aussi Elijah. Je pense que c'est vraiment la chose la plus importante. C'est les gens au plus haut niveau qui doivent faire pousser ceci. Et pour la deuxième question, pour le temps pour utiliser les fonds et les compétences, donc les innovations qu'on fait avec plusieurs partenaires, l'utilisation des données géospatiales, et c'était vraiment quelque chose, ça a changé en fait l'apparence de la santé publique. Et donc il n'y a pas une formation qui est requise. On peut faire un déploiement il n'y a pas de résistance là-bas parce que, comme Nazir l'a mentionné, parce que ça a développé des choses qui ont fait en dehors des habitudes, mais donc changer le management prend du temps, changer des cultures, mais on va y arriver. Mais pour l'efficacité des campagnes, par exemple, je pense nous avons les 4 choses à faire. Donc, je vais les écrire. Et donc, la formation de capacité, on peut faire beaucoup de standardisation des données, des choses qui peuvent être utilisées pour tous ces programmes pour le suivi. Il y a le problème d'infrastructure qui a été mentionné. Comme s'assurer la sécurité de cette infrastructure, où est-ce qu'il est des accords de partage de données. Je pense que le open data, puisque c'est des données publiques, doivent être restées dans le données publiques parce que ça peut aider peut-être des systèmes d'information qui sont cofinancés. Nous avons des budgets qui sont des allocations qui ne permettent pas de générer des systèmes génériques dont on va avoir des systèmes génériques. Je pense que c'est les choses clés qu'on doit et peuvent être maintenues comme vous en avez parlé un petit peu. C'est très difficile de faire la maintenance des logiciels gratuits. Et je m'arrête là. Samine, would you like to do any closing words? Samine, vous avez des mots de Claude? Merci tout le monde. Il y a beaucoup de choses à en parler, mais nous avons le temps et on doit vraiment. Merci. Il y a des discussions sur les plateformes virtuelles si vous voulez continuer là-bas. Autrement, merci beaucoup. Merci. C'est une session extraordinaire. Je sais que vous pouvez vous en parler pendant plus de temps. Et donc, nous avons une pause de 10 minutes pour la promesse de l'action collaborative. Et merci tout le monde. Et maintenant, je vais fermer cette session et je revois dans quelques minutes.